Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui un cours sur les listes chaînées, simplement ou doublement, en 6 niveaux de difficulté. Ce cours n'est pas adapté aux codeurs débutants, mais il pourra entraîner des discussions entre les anciens qui s'intéressent encore à ce genre de sujet, en particulier à leur implémentation bas niveau. Plan de la vidéo. Nous allons rappeler ce qu'est une liste chaînée, quelles sont les opérations de base qu'il faut pouvoir faire. On va parler de curseurs et de gardes qui aident à avoir des jolies implémentations de listes chaînées. On va parler de pointeurs externes ou pas, CF la vidéo précédente sur les tableaux, et de localité en mémoire. Et une fois qu'on aura discuté de tous ces points, on pourra enfin parler du niveau 1. Et puis des autres dans la foulée. Au niveau 6, on va bien s'amuser. Des rumeurs prétendent qu'il existe également un niveau 0, nous verrons bien. Pour comprendre ce que sont les listes chaînées, il faut d'abord comprendre ce qu'est une cellule dans une liste chaînée. La majorité des programmeurs parlent plutôt de nœuds que de cellules. Personnellement, pendant mes études d'informatique, j'ai tout le temps entendu parler de cellules pour des listes, donc j'ai gardé ce terme. Donc je parlerai de cellules dans cette vidéo. Une liste chaînée est avant tout caractérisée par un pointeur sur la première cellule de la liste, la cellule numéro 0. Mais voyons à quoi ressemble une cellule. Une cellule ressemble à ceci. Il y a 3 parties. Premièrement, il y a un objet qui est contenu dans la cellule. Et attention, quand on dit dans la cellule, dans beaucoup d'implémentations, en réalité, l'objet 0 est juste un pointeur vers un objet qui se trouve en réalité ailleurs dans la mémoire. Les champs prev et next, eux, sont dans tous les cas des pointeurs. Prev pointe vers la cellule précédente si elle existe, et next vers la cellule suivante. Dans cet exemple, il y a au moins une deuxième cellule qui contient donc un deuxième objet, et la cellule 0 est reliée à la cellule 1 et réciproquement, pas n'importe comment. Vous l'avez compris, le pointeur next de la cellule 0 pointe vers la cellule 1, il ne pointe pas sur le champ prev ou sur le champ next de la cellule 1, il pointe sur la cellule 1. Et le champ prev de la cellule 1 pointe vers la cellule 0. S'il y a plus de 2 cellules, il y a une suite après la cellule 1. J'ai peut-être oublié de représenter une flèche orange dans l'autre sens pour le coup. Une question qu'on peut se poser, c'est que vaut le pointeur prev quand il n'y a pas de précédent? La cellule 0 n'a pas de précédent. Dans ce cas, dans beaucoup d'implémentations, prev est tout simplement un pointeur nul. Mais il existe au moins une autre possibilité qu'on verra aujourd'hui. Nous allons distinguer les listes doublement chaînées, qui correspondent exactement au schéma que vous avez encore sous les yeux, des listes simplement chaînées dans lesquelles il n'y a pas de champ prev. Dans une liste simplement chaînée, chaque cellule contient juste un objet et un pointeur vers l'élément suivant. Et quand je dis élément suivant, il faut comprendre cellule suivante. L'intérêt des listes simplement chaînées, c'est qu'elles occupent un peu moins de place en mémoire. Le principal avantage des listes doublement chaînées, c'est qu'on peut facilement les parcourir dans les deux sens, du premier élément au dernier, aussi bien que du dernier au premier. Parce qu'en général, quand on a une liste doublement chaînée, en plus du pointeur sur la première cellule, on a aussi un pointeur sur la dernière. Nous allons maintenant rappeler comment on insère un nouvel objet dans une liste doublement chaînée. Je ne vais pas faire ce genre d'explication également pour tous les autres types d'opérations qu'on peut être amené à vouloir faire sur des listes. Si c'était un cours destiné aux débutants, je prendrais le temps de le faire. Mais là, je veux en arriver plus vite au point précis qui m'intéresse aujourd'hui. Bref, voici un petit bout d'une liste doublement chaînée qui contient au moins 2 cellules. Dans la cellule de gauche, il y a un certain objet A, un pointeur prev et un pointeur next, que j'ai cette fois représenté côte à côte plutôt que sur 2 étages différents. Ça ne change strictement rien au code que le programmeur écrit. C'est juste une façon de représenter ça sur un schéma.
et dans la cellule de droite, il y a un certain objet B. J'ai donné des numéros aux liens. Ces numéros sont arbitraires, ils n'ont aucun sens en pratique, ils sont juste là pour m'aider à expliquer. Donc, le lien numéro 1, c'est le champ next de la cellule de gauche qui pointe vers la cellule de droite, et le lien numéro 2, c'est le champ next de la cellule de droite qui pointe vers la cellule de gauche. Erreur, c'est le champ prev, bien sûr, et pas next, de la cellule de droite qui pointe vers la cellule de gauche. Et maintenant, je souhaite insérer un nouvel objet dans la liste entre l'objet A et l'objet B. Voici comment on procède. On crée une cellule avec le nouvel objet. Vous pouvez voir sur ce schéma ce que deviennent les liens 1 et 2. Ils sont modifiés. Et il y a également, logiquement, deux nouveaux liens que j'ai numérotés 3 et 4. En pratique, pour une grande partie des manipulations qu'on a besoin de pouvoir faire avec une liste, d'une façon générale, quand on veut programmer des opérations sur ces types de listes, eh bien, on a souvent besoin soit d'allouer une nouvelle cellule, soit au contraire d'en désallouer une, et on a souvent besoin de modifier une partie du chaînage, mais très localement. Nous allons maintenant discuter des avantages que les listes ont sur d'autres structures de données, essentiellement sur les tableaux. Mais gardez à l'esprit que ce sont des avantages théoriques. On va revenir là-dessus. Premier point, insérer un nouvel objet entre deux autres, ça se fait en temps constant. On a montré comment sur la page précédente. Insérer un nouvel objet en début de liste ou en fin de liste, en tout cas si c'est une liste doublement chaînée, ça se fait aussi en temps constant. On peut se poser une question à ce stade. Est-ce que insérer un nouvel objet entre deux autres, ou bien insérer un nouvel objet en début de liste, est-ce que ce sont deux opérations différentes? Peut-être même dans ce cas-là que insérer un nouvel objet en fin de liste, c'est une troisième opération différente. Dans le détail, quand le programmeur crée un type de données liste, effectivement, pour lui, insérer un nouvel objet en début de liste, c'est peut-être pas la même chose qu'insérer un nouvel objet entre deux autres. Parce que quand on insère en début de liste, premièrement, le nouvel objet n'a pas de prédécesseur, donc il faudrait surtout pas essayer d'accéder au champ next de son prédécesseur pour le modifier par exemple, sinon erreur de segmentation dans le meilleur des cas, si on code en C. Et quand on insère en début de liste, précisément, le premier élément de la liste n'est plus le même. Donc il faut modifier le pointeur vers le premier élément de la liste. Donc ce sont bien des opérations un petit peu différentes. Et souvent, dans la façon dont on enseigne la programmation des listes à l'université, par exemple, on fait écrire réellement des fonctions différentes pour ces deux ou trois types d'opérations. En pratique, les programmeurs savent faire autrement. Parce que c'est pratique d'avoir une seule fonction pour insérer à n'importe quel endroit de la liste. Mais attention, c'est pas tout à fait possible avec toutes les implémentations. Supprimer un objet de la liste. Une faute de frappe, hein. C'est pas un nouvel objet. On veut supprimer un objet qui existe déjà, donc il n'est pas nouveau. Ça se fait aussi en temps constant. Petite précision quand même. Insérer ou supprimer un élément de la liste, ça se fait en temps constant, à condition qu'on sache où il se trouve dans la mémoire, qu'on soit d'une certaine manière à proximité de lui, quel que soit le sens exact d'une expression comme à proximité de, dans ce cas-là. Parcourir la liste dans l'ordre, du premier au dernier élément, ça se fait en temps linéaire. Du dernier au premier aussi, même dans le cas d'une liste simplement chaînée, je vous laisse y réfléchir si vous voulez. Ce que je viens de dire là, ça me donne une occasion de vous rappeler qu'une liste est une séquence. Inconvénients des listes. Il y en a plusieurs, j'en ai cité un sur cette page. Accéder au énième élément en partant du début ou de la fin, ça se fait en θ de n. On ne peut pas, avec une liste, accéder à n'importe quel moment et dans n'importe quel contexte au énième élément sans être passé d'une façon ou d'une autre par tous les précédents ou par tous les suivants si on a parcouru à l'envers. De ce point de vue-là, les tableaux sont plus avantageux. Si un programmeur décide de créer un module pour manipuler des listes,
que ce soit pour uniquement son usage personnel ou pour en faire bénéficier d'autres programmeurs qui n'auront pas besoin de refaire le même travail de leur côté, il faut fournir un certain nombre de fonctions de base. Pendant mes années fac, on appelait ça des primitives, les fonctions de base qui permettent de manipuler un type de données. J'ai très rarement revu ou entendu de nouveau ce vocabulaire après mes années fac. Dites-moi si ce terme vous dit quelque chose. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les théories de l'intégration en mathématiques. Bref, il nous faut une fonction qui permet de créer une liste vide, une fonction qui donne la première cellule de la liste. Comment est-ce que cette fonction doit se comporter dans le cas où la liste est vide? Parce qu'a priori, c'est un cas d'erreur, au minimum d'anomalie. Aujourd'hui, on ne va pas du tout s'intéresser à la gestion d'anomalies et d'erreurs, donc j'évoque cet aspect pour que tout le monde se souvienne qu'en pratique ça existe et que c'est important, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Une primitive pour ajouter un élément après une cellule donnée dans la liste, donc logiquement cette fonction prend 3 paramètres formels, la liste, la cellule de cette liste après laquelle on veut créer une nouvelle cellule pour insérer un nouvel élément dedans, et obj, l'élément à mettre dans la cellule. On peut décider que dans le cas où cell vaut nul, la fonction va ajouter l'élément en tête de liste au lieu de l'ajouter après une cellule. Une fonction qui insère un élément avant une cellule, peut-être que ce n'est intéressant parce que facilement réalisable que dans le cas de liste doublement enchaînée. Vous remarquez que la ligne du dessus, j'ai écrit ajouter, la ligne du dessous, j'ai écrit insérer. J'ai pas pensé à garder la même terminologie partout. Ce que vous voyez sur cette page, j'allais dire c'est du pseudocode. Non, c'est même pas du pseudocode. C'est encore moins rigoureux que du pseudocode. Donc c'est pas très grave. Bref, là encore, on peut décider quelque chose comme si cell vaut nul, alors on va insérer l'élément en fin de liste et non avant une cellule donnée. Il faut également une primitive pour supprimer un élément. Alors j'ai écrit supprimer élément après, ce qui voudrait dire qu'on supprime non pas la cellule cell passée en paramètre, mais la suivante. Pourquoi pas? Il me semble que dans certaines implémentations on fait ça, mais en réalité la fonction pourrait très bien s'appeler juste supprimer élément, et elle supprimerait l'élément de la cell cell. Il faut une fonction qui retourne l'élément compris dans une cellule. Une fonction pour trier la liste. Évidemment, ce ne sera pas nécessaire dans tous les usages possibles d'une liste, mais parfois ça le sera. Alors, si c'est facile de trier une liste, écoutez bien, vous avez un algorithme de tri rapide, tant qu'à faire, pour trier un tableau. Trier une liste, c'est quoi? C'est par exemple copier tous les éléments de la liste dans un tableau initialisé avec la bonne longueur pour ça, puis trier le tableau, puis ensuite redéplacer tous les éléments du tableau vers la liste dans le bon ordre. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'en pratique, il y a des cas dans lesquels on ne peut pas se permettre de se servir d'un tableau pour trier une liste. Peut-être que parfois dans l'informatique embarquée c'est inenvisageable, j'en sais rien, c'est un domaine que je ne connais pas. Peut-être aussi qu'il existe des algorithmes très malins pour trier directement une liste sans passer par un tableau, et que ces algorithmes sont effectivement difficiles à implémenter, mais retenez ce que je viens de vous expliquer, car dans bien des cas, oui, il y a un moyen de trier facilement une liste. Et enfin, évidemment, bien que cette liste ne prétende pas du tout être exhaustive, vous allez voir plus tard dans la vidéo, il faut aussi pouvoir désallouer une liste de la mémoire. Alors, les stratégies d'allocation et de désallocation, c'est compliqué, on va un peu être amené à en reparler aujourd'hui, mais c'est pas l'aspect central de cette vidéo. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quand on désalloue la liste, certes, on désalloue toutes ces cellules, mais doit-on aussi, à ce moment-là, désallouer tous les objets contenus dans les cellules? Réponse au cas par cas, selon ce que vous faites exactement. Mais une politique possible, c'est de dire oui, quand on appelle désallouer liste, les objets sont systématiquement désalloués également. Et évidemment, si vous prenez cette décision, après, il faut savoir ce que ça implique, ce que ça entraîne, et assumer.
Inversement, vous pouvez décider de ne jamais désallouer les objets quand on désalloue la liste. Ce qui veut dire que les objets seront désalloués ailleurs à un autre moment, ni trop tôt ni trop tard, à vous de voir. Et enfin, il est possible de dire qu'en fonction de certains paramètres qu'on peut choisir, il y a des cas où les objets seront désalloués et d'autres où ils ne le seront pas. Peut-être que si vous travaillez avec un langage qui a un ramasse-miettes, ou si vous avez vous-même ajouté un ramasse-miettes à votre langage préféré qui n'en a pas forcément, un ramasse-miettes ou d'autres types de mécanismes, peut-être que dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous poser cette question. Nous allons maintenant évoquer quelque chose qui est loin d'être enseigné partout. Je vais vous l'expliquer et vous verrez si vous pensez en avoir l'utilité ou non. Pour parcourir des listes, on peut se servir de curseurs. Je vous explique. Voici un morceau d'une liste. Manifestement, elle est doublement chaînée parce qu'il y a un pointeur prev et un pointeur next dans chaque cellule. Elle pourrait être simplement chaînée, ça ne changera rien à la suite de ce que je vais dire. Et puis, on a placé ici un curseur. Un curseur, ça ne fait pas partie de la liste. Un curseur, c'est en principe placé entre deux éléments de la liste. Et une façon concrète d'implémenter un curseur, c'est de ranger dans le curseur un pointeur vers la cellule qui le précède et un pointeur vers la cellule qui le suit. Et attention, même si on a une liste simplement chaînée avec que des champs next dans chaque cellule, il doit y avoir aussi un champ prev dans le curseur. En tout cas, ça facilite certaines choses. Voici quelques exemples de primitives. Soit ce sont des versions un peu différentes de ce qu'on a évoqué juste avant, soit ce sont carrément des nouvelles primitives. Premier exemple, une primitive qui permet d'insérer un objet après le curseur. On n'insère plus après une cellule, on insère après le curseur. Ou supprimer ce qui se trouve après le curseur. Ou récupérer l'objet qui se trouve après le curseur. On peut même imaginer, si on en a besoin, des primitives de type insérer avant curseur, supprimer avant curseur ou get avant curseur. Par exemple, si le curseur est à l'endroit où vous le voyez sur cette page, si je fais appel à get après curseur, je vais récupérer l'objet qui est dans la cellule du milieu. Alors que si je fais get avant curseur, je vais récupérer l'objet qui est dans la cellule de gauche. Parlons maintenant de liste avec garde ou sentinelle, deux mots pour désigner la même chose. Dans une telle liste, le point d'entrée n'est pas un pointeur vers la cellule qui contient le premier objet. Non, c'est un pointeur vers une cellule bidon qui contient rien. Donc par exemple, si le champ objet est un pointeur, eh bien ça peut être un pointeur nul. Et cette cellule bidon s'appelle donc le garde ou la sentinelle de la liste. Le successeur du garde, c'est la cellule qui contient l'objet 0. Elle est évidemment suivie de celle qui contient l'objet 1, etc., jusqu'au dernier objet de la liste. La subtilité, c'est ce que vous allez voir maintenant. Le successeur du dernier objet, c'est le garde, et réciproquement, le prédécesseur du garde, c'est le dernier objet. Au passage, on a ici l'occasion de rappeler qu'une liste, c'est une des manières possibles d'implémenter ce genre de structure circulaire, mais les buffers circulaires, c'est pas le sujet du jour. On peut se demander comment représenter une liste vide avec un garde. Ce n'est pas compliqué. La seule cellule créée est précisément le garde, et il est à la fois son propre prédécesseur et son propre successeur. Un des avantages d'implémenter des listes avec ce genre de mécanisme, c'est qu'on n'a plus jamais besoin de se demander si on n'est pas en train de travailler avec un pointeur nul. Je vous montre maintenant une autre forme possible pour les cellules. C'est le genre d'optimisation de mémoire que j'aime bien, mais comme beaucoup d'autres choses qu'on va discuter dans cette vidéo, ce sont des questions que la majorité des programmeurs n'a et n'aura jamais à se poser, sauf par pure curiosité si ce sont des sujets qui les intéressent autant que ça peut m'intéresser à moi. Bref, là vous remarquez que la zone où on stocke l'objet est plus grande. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de mettre directement les données d'un objet de type T. On va considérer que nos listes contiennent des objets qui sont tous d'un même type et j'appelle ce type T. Bref, on a directement les données dans la cellule
au lieu d'un pointeur vers un objet qui serait en réalité situé ailleurs. On ne peut pas faire ça pour n'importe quel cas d'utilisation, mais quand on peut, après tout, ça aide à limiter la fragmentation des allocations de mémoire. Avant de passer enfin au niveau 0, on va se poser une question trollesque. Faut-il employer des listes chaînées ? En effet, beaucoup de programmeurs estiment qu'on ne devrait jamais employer cette structure de données. Ils disent que dans tous les cas de figure possibles, il existe toujours au moins un type de structure de données qui serait meilleur, parce que par exemple, plus performant en mémoire ou en temps. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cela. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je n'interdirai à personne d'employer des listes chaînées, mais je n'interdirai pas non plus à qui que ce soit d'affirmer qu'il ne faudrait pas les utiliser. Voyons un petit peu les arguments de ces gens. Ils font remarquer que parfois des tableaux suffisent, ce qui est tout à fait vrai. Il y a même des cas dans lesquels il vaut mieux clairement utiliser des tableaux. Par exemple, si on n'a pas besoin de faire souvent des insertions ou des suppressions, ou si en revanche on a besoin de pouvoir accéder à n'importe quel moment, à n'importe quel élément sans avoir parcouru tous les précédents avant, là on est dans un cas où les tableaux sont carrément meilleurs. En plus, dans le cas d'un tableau, souvent une grosse partie du tableau peut tenir dans une mémoire cache. Et même le tableau entier, éventuellement, s'il est assez petit pour cela. C'est beaucoup plus difficile de faire pareil avec des listes dont, en règle générale, les cellules sont dispersées un petit peu partout dans la mémoire. Du moins en principe. Il y a des cas où les supériorités théoriques des listes sur les tableaux, en fait, n'existent plus en pratique. On peut aussi opter pour une approche naïve, à savoir coder ce qu'on a à faire avec un simple tableau si c'est possible, voir si tout va bien côté performance, et uniquement si ce n'est pas le cas, passer à une structure de données plus compliquée. À ce moment-là, cette structure de données, ça peut être une liste chaînée ou pas, parce que les gens qui expliquent qu'il ne faudrait pas les employer disent que d'autres structures de données, dans les cas où les tableaux ne suffisent pas, ont une meilleure localité que les listes chaînées et vont donc avoir une meilleure performance pour cette raison, ou peut-être peuvent donner des meilleures performances que les listes chaînées pour certains types d'opérations, comme par exemple les recherches rapides, etc. Ah, ça y est, nous y voilà, le niveau 0, enfin, ce que j'appelle des chaînages sans liste. Avec une explication, ça sera simple. Imaginons que, dans un programme à vous, vous avez créé un type de données que vous avez baptisé Toto, et que dans la struct, si c'est une struct qui définit ce type de données, il y ait précisément un pointeur de Toto vers le Toto suivant. Eh bien, sachez que dans certains cas, il vous suffira de faire ça pour arriver à vos fins, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin, à proprement parler, de créer un type de données liste. Niveau 1, liste d'atomes sans type liste. Mais non, c'est pas compliqué, vous allez voir. Déjà, j'ai écrit sans type liste, mais ça ne veut pas exactement dire la même chose que sur la page d'avant. On s'intéresse là à des listes d'un type atomique. Ça peut être n'importe quel type de données atomiques, mais j'ai choisi pour l'exemple de prendre des listes d'int. Donc, on peut imaginer une struct intListCell, cellule de liste d'entiers, et les champs de cette structure de données sont une valeur entière, qui est l'objet stocké dans la cellule, puis un pointeur vers la cellule précédente et un pointeur vers la cellule suivante. Selon que ce sont des listes simplement chaînées ou doublement chaînées, le pointeur prev peut être présent ou pas. Sur certaines des pages suivantes, le pointeur prev, je le mets entre crochets. C'est une façon de rappeler qu'il n'existe pas dans toutes les implémentations. Rappelez-vous qu'une liste peut être, en principe du moins, définie uniquement par un pointeur vers la première cellule. À partir de la première cellule, on peut accéder à toutes les autres. Donc, on peut décider que les types intListCell et intList sont égaux. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de type liste dans ce niveau 1. C'est pas que le type liste n'existe pas, c'est qu'il est égal, confondu, identique, équivalent, choisissez le terme que vous voulez, avec le type listCell.
Avec une telle implémentation, pour créer une liste vide, il suffit en fait de créer un pointeur nul. Pour un pointeur nul, le terme même de créer est un peu fort. Oui, il manque une étoile quelque part dans ce que j'ai écrit, mais vous avez déjà rectifié vous-même naturellement. Alors, un des détails amusants de ce genre d'implémentation, qui présente quelques petites difficultés quand les étudiants en informatique essaient d'implémenter ça pour la première fois, mais qui reste quand même globalement assez simple. Alors, elle est simple, mais elle n'est pas super puissante et elle n'a pas forcément énormément d'intérêt. Mais c'est vrai qu'elle est globalement assez simple, mais une de ces petites subtilités, c'est ce que je vais vous montrer là. Voici à quoi peut ressembler un appel de primitive pour insérer un élément dans la liste L. Donc cette fonction insertAfter, elle prend 3 paramètres, la liste dans laquelle on insère un nouvel élément, puis la cellule après laquelle on insère, et là rappelez-vous, on a dit que si c'était un pointeur nul, ce qui est le cas là, ça veut dire qu'on insère en tête de liste, et enfin 42 pour dire que la valeur stockée dans cette cellule, ce sera l'entier 42. Passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, cette fonction-là, quand elle s'exécute, dans tous les cas où elle insère effectivement un élément en tête, eh bien, précisément, ça change l'adresse du premier élément. C'est pour ça qu'on est obligé de retourner un pointeur vers le premier élément et de re-ranger le résultat dans L. Une fonction qui a pour rôle d'ajouter un élément dans une liste, on ne s'attend pas à ce qu'elle retourne quelque chose. En tout cas, pas si on code en C avec son paradigme pleinement impératif et procédural. Évidemment, dans le cas d'un langage dit fonctionnel, ça, ce serait pas du tout choquant de l'écrire. Niveau 2, des listes de T dans leur implémentation raisonnable la plus simple à ma connaissance. On a toujours un type listCell. Cette fois, le champ qui contient l'objet est un pointeur vers en réalité un objet situé ailleurs. Il y a toujours le pointeur vers le précédent et le pointeur vers le suivant, chacun des deux éventuellement pouvant être nul si on est en début ou en fin de liste. Mais, grosse nouveauté par rapport au niveau 1, cette fois, il y a aussi un type liste qui n'est plus du tout identique au type cellule. Une liste est définie par un pointeur vers le premier élément, un pointeur vers le dernier, en tout cas dans le cas de liste doublement chaînée, et il y a plein de pointeurs de fonctions spécifiques au type T. Je vous renvoie à ma vidéo précédente sur les tableaux pour cela. Le lien est dans la description. Ça aussi, on le fait souvent implémenter aux étudiants. Même si on préfère le leur faire faire sûrement en C++ plutôt qu'en C, à la fois parce que c'est un style de programmation un peu plus moderne globalement, et à la fois parce que plutôt que de mettre des pointeurs de fonctions partout, on va se servir de la couche objet de C++. Niveau 3, des listes de T avec curseur. Si vous avez fait ça pendant vos études d'informatique, dites-le nous en commentaire. Dans ce niveau 3, une cellule, c'est toujours un objet, un prév et un next. J'écris ça de cette façon-là, c'est beaucoup plus condensé, concentré, abrégé, compact, concis. Contrairement à mes propos. Le type liste, c'est toujours pointeur vers le premier, pointeur vers le dernier et un certain nombre de pointeurs de fonctions ou autre chose que des pointeurs de fonctions si vous codez par en C. Et il y a un nouveau type de données, curseur. Une implémentation concrète pour un curseur, on l'a déjà dit, c'est un pointeur prév et un pointeur next, mais sans objet. Quel type de primitive on peut écrire avec ce niveau 3? Peut-être qu'on en a déjà parlé, mais on va en dire beaucoup plus maintenant. Une fonction par exemple qui déplace un curseur en tête de liste. En tête de liste pour un curseur, ça veut dire entre nul et le premier élément de la liste. Dans le cas où la liste est vide, ça place le curseur entre un nul et un autre nul. Alors quand je dis déplacer le curseur vers la tête de liste, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous déclarez une variable de type curseur et que quand vous appelez cette fonction va effectivement modifier les champs prév et next du curseur, ou plutôt les initialiser probablement, pour les placer effectivement en tête de liste. Autre exemple de primitive, insérer après le curseur. On n'insère plus après une cellule.
on insère après le curseur. Et le curseur, il peut être placé en début de liste, il peut être placé en fin de liste, il peut être déplacé d'un cran vers l'avant ou d'un cran vers l'arrière. Donc, grâce au curseur, on peut par exemple parcourir toute la liste. Et on peut parcourir toute la liste sans manipuler explicitement une liste cell qui est en principe un détail d'implémentation. Le programmeur qui se sert de ces primitives pour faire ce qu'il veut avec ses listes à lui n'a jamais besoin de manipuler explicitement une variable de type cellule. C'est un détail d'implémentation qu'on peut lui cacher. Je vous le prouve avec la page suivante. Voyons en effet à quoi peut ressembler un parcours intégral d'une liste de niveau 3. Supposons que L est une variable de type liste étoile. Je déclare un curseur C. Je le déplace en tête de la liste L. Et ensuite, il y a une boucle qui s'exécute tant que le curseur n'est pas arrivé à la fin de la liste. Il y a une primitive pour vérifier ça. J'appelle la primitive getAfterCursor pour récupérer la donnée qui est contenue dans la cellule qu'on est en train de traiter. Je la caste en T étoile et ensuite, je peux faire tous les traitements que je veux sur ce T étoile. Et là, je pourrais aller au plus simple et vous dire, ensuite, on passe à l'élément suivant. Mais non, j'ai décidé de faire quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant. Supposons que dans la partie traitement sur obj, il existe un booléen qu'on a baptisé mustRemove qui nous précise si, après le traitement, l'élément doit être supprimé de la liste ou non. Dans ce cas, si mustRemove est vrai, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la primitive removeAfterCursor. Mais dans le cas contraire, on déplace le curseur à sa position suivante. Et ce parcours de liste est intéressant en cela que, premièrement, on ne manipule jamais un list cell soi-même. Les list cells existent dans le module qui implémente les listes comme type de données plus ou moins abstrait, mais nous, quand on écrit ça en tant qu'utilisateur du module en question, on ne manipule pas des list cells nous-mêmes, à la limite, on ne sait même pas que ça existe. En revanche, on manipule des listes cursors, mais on ne sait pas comment c'est implémenté. On ne sait pas si c'est un champ prev et un champ next, sans doute est-ce le cas, ou si c'est autre chose. D'ailleurs, à aucun moment, on ne manipule nous-mêmes directement, on accède directement des champs prev ou next de quoi que ce soit. Et à aucun moment, on a à se demander s'il n'y a pas un pointeur nul qui traîne dans le code qui est en train de s'exécuter. Ceci s'appelle un type abstrait de données. Nos listes niveau 3 sont une implémentation abstraite des listes. Un petit défaut cependant, si nous, côté parcours de liste, on n'a pas eu besoin de se demander si un pointeur risquait d'être nul, il se trouve que dans l'implémentation des primitives, il y a des cas avec des pointeurs nuls à traiter. D'où l'intérêt du niveau 4. Niveau 4, listes avec gardes et curseurs. On pourrait très bien imaginer des listes avec garde mais sans curseur, mais je veux que la succession de mes niveaux ressemble à une séquence et non à un arbre ou à je ne sais quelle autre structure de données complexe. Bref, le parcours de liste niveau 4 sera écrit exactement de la même façon que dans le niveau 3. C'est dans l'implémentation des primitives qu'on gagne à avoir des gardes. Parce que, comme je l'expliquais il y a déjà de cela un certain temps dans la vidéo, grâce aux gardes, on n'a plus du tout besoin de se demander si certains pointeurs sont nuls ou pas. Voici une belle struct list qui contient un pointeur vers une cellule qui est le garde. Et je vous rappelle qu'à partir du garde, on peut accéder en temps constant au premier élément de la liste ou au dernier élément. Le premier, c'est le suivant du garde, et le dernier, c'est le prédécesseur du garde. J'ajoute un champ qui compte le nombre d'objets qu'il y a dans la liste au fur et à mesure des insertions et des suppressions. Ce n'est pas spécifique au niveau 4, j'aurais pu y penser beaucoup plus tôt, je n'y pense que maintenant, c'est pas bien grave. En tout cas, à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on supprime un élément, il y a donc une opération de plus à faire parce que ça change la valeur de object count, mais on peut connaître le nombre d'objets à n'importe quel moment en temps constant. Ça, il ne faut pas s'en passer.
Et puis, il y a les pointeurs de fonctions. Une des choses qu'on peut écrire au niveau 4, c'est par exemple cette petite fonction dont le corps tient en une seule ligne. Si je veux savoir si mon curseur est arrivé en fin de liste, eh bien, il suffit de savoir si le successeur du curseur est le garde de la liste. Niveau 5, c'est le niveau 4 sans void d'étoile. Ah non, attendez, c'est pas un bon titre. J'aurais mieux fait d'écrire, c'est le niveau 4 sans pointeur externe. Parce que on va quand même garder du void d'étoile. La liste cell ressemble toujours à ça, mais il y a une subtilité qu'on va commencer à expliquer maintenant. Supposons que dans notre programme, il y a une variable cell de type liste cell étoile. Je peux écrire ceci, cell flèche obj égale cell plus 1. Je ne suis pas sûr que le cast en void d'étoile soit nécessaire, je le mets au cas où. C'est de l'arithmétique des pointeurs. Cell plus 1, ce n'est pas l'adresse du début de la cellule plus un octet, c'est l'adresse du début de la cellule plus toute la longueur en mémoire d'une cellule. Autrement dit, cette adresse cell plus 1 pointe exactement vers la zone de mémoire qui suit immédiatement list cell. Le premier octet qui est situé dans la mémoire juste après la liste cell elle-même, c'est vers cette zone de mémoire que cell flèche obj pointe. C'est une manière, effectivement, de stocker les données de l'objet directement dans la cellule. Mais en termes d'allocation mémoire, vous vous en doutez, ça nécessite une deuxième petite bidouille qu'on va expliquer à droite. La struct list ressemble beaucoup à la précédente. On va juste ajouter ceci, un champ object size qui précise la taille des données de l'objet lui-même. Ainsi, si L est de type liste étoile, pour allouer la variable cell, j'écris quelque chose de ce genre-là. Je fais appel à malloc ou à un de mes allocateurs personnels si je préfère. Je fais appel donc à malloc avec une taille de données qui est size of de list cell plus L flèche object size évidemment. Et maintenant, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Ce n'est qu'une fois qu'on a exécuté la ligne de code située en bas à droite et écrite en rouge, que ce qui est en bas à gauche et écrit en marron peut s'exécuter sans poser de problème. Oui, c'est compliqué. Niveau 6 et plus, si tout cela vous inspire, amusons-nous à parler de l'occupation mémoire de nos listes. Et l'occupation mémoire, ce sont deux aspects différents. Premièrement, quel est le nombre d'octets dont on a besoin au total pour les données de la liste? Ce que j'appelle les données de la liste, ce sont les listes cell et éventuellement les objets. Est-ce qu'on compte les objets en plus dans les données de la liste? Ça dépend de ce qu'on veut faire ou des questions précises qu'on se pose. Bon. Et le deuxième aspect, ce n'est pas le nombre d'octets que ça demande, mais la façon dont les données peuvent être plus ou moins dispersées dans la mémoire. Donc, premier aspect, pour la taille nécessaire en octets. Je vous montre une astuce pour les listes de niveau 5. Je reprends le list cell de niveau 5 que vous reconnaissez et je vous informe que le champ obj n'est pas nécessaire. On peut donc le supprimer et économiser ainsi quelques octets dans chaque cellule. Cela dit, attention, dans les listes de niveau 5, il y a de toute façon L flèche object size octet alloué en plus après la cellule dans la mémoire, juste après. Mais je le redis, le champ obj, on peut s'en passer. Pourquoi? Parce que dans obj, tout à l'heure, on a écrit la valeur de cell plus 1. Or, il suffit de recalculer cette valeur à chaque fois qu'on a besoin d'accéder à l'objet. Pas besoin de garder un champ dans la struct, rien que pour ça. On économise quelques octets de mémoire par cellule, mais en même temps, il y a une petite opération à faire en plus à chaque fois qu'on veut accéder à obj. À voir en pratique lequel des deux compromis convient le mieux à ce que vous faites, même si je pense qu'en réalité, vous n'aurez jamais à vraiment vous poser cette question. Sauf si vous programmez des jeux vidéo AAA ou d'autres choses qui nécessitent des perfs de fou, ou si vous créez du code qui doit tourner sur des machines aux capacités ultra limitées. Une autre façon de limiter le nombre d'octets nécessaires, et en plus c'est également une manière de limiter la fragmentation mémoire, c'est de implémenter nos listes de façon tout à fait différente
avec ce qu'on appelle des unrolled linked lists. Regardez les cellules, elles contiennent plusieurs objets chacune. Sur mon schéma, dans chaque cellule, vous avez la place pour mettre 3 objets. Est-ce que d'en mettre 3 par cellule, ça fait un vrai gain de place? Ou est-ce qu'il vaut mieux en mettre, je sais pas, 5 ou 10, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que effectivement, on a moins d'octets en tout pour les cellules, puisque dans chaque cellule, on peut mettre plusieurs objets et un seul pointeur next. Et éventuellement un seul pointeur prev aussi si c'est nécessaire. Le fonctionnement est le suivant. Là où vous voyez écrit 01, 02, 03, en réalité, il faut lire O1, O2, O3, objet 1, objet 2, objet 3. Imaginons que je veuille insérer dans la liste un nouvel objet entre l'objet 2 et l'objet 3. Facile, je le range dans la case nulle de la première cellule. Maintenant, supposons que je veuille insérer un autre objet juste après O3 dans la liste. Facile, je le range dans la première case nulle, juste après O3, dans la deuxième cellule. Maintenant, imaginons que dans la première cellule, les 3 objets existent. Il y a O1, il y a O2, et puis il y a un nouvel objet qu'on a inséré tout à l'heure. Si je veux insérer encore un nouvel objet entre O2 et son successeur ou juste après le successeur de O2, je vais devoir créer une nouvelle cellule et répartir les objets de sorte à ce que la structure de cette liste reste ce qu'on a expliqué jusque-là. Donc en pratique, c'est sûrement pas très simple d'implémenter toutes les primitives, bien qu'on connaisse des structures de données beaucoup plus casse-pieds que celle-ci, mais c'est vrai qu'en termes d'économie, en quantité de mémoire et en fragmentation mémoire, ça semble assez sympathique. Suite du niveau 6 ou plus, une autre façon d'économiser un peu de mémoire dans le cas de listes doublement chaînées, c'est d'avoir une seule valeur que j'ai appelée prev and next, parce que c'est un seul pointeur, en tout cas une seule valeur numérique, qui permet de déterminer à la fois l'adresse du prédécesseur et l'adresse du successeur. Alors attention, c'est une astuce mathématique basée sur le OU exclusif binaire, pas le OU exclusif logique, le OU exclusif binaire, et qui se sert des informations de ces champs prev ou next de plusieurs cellules consécutives pour pouvoir déterminer les adresses des prev et des next de chacune. Je ne sais plus exactement comment ça marche, alors que j'ai lu ça il y a seulement quelques jours. Je me suis vite empressé de l'oublier, mais je sais que ça existe. Et oui, un bon programmeur ne retient pas tout, il y aurait trop à retenir. En revanche, il découvre régulièrement des choses nouvelles pour lui et il essaie au moins de retenir que ça existe et que ça peut servir. Maintenant, si on parle spécifiquement du problème de la fragmentation de la mémoire quand on manipule les listes, eh bien, on l'a déjà dit, les unrolled linked lists peuvent aider. On peut aussi s'intéresser au memory pool. Alors, le memory pool, c'est un principe, c'est une idée, c'est un concept. Je ne crois pas que ce soit associé à un type d'algorithme très précis. On peut très bien créer une structure de données qui porte ce nom-là pour l'implémenter éventuellement, mais c'est avant tout un principe. L'idée, c'est que quand vous désallouez un bloc de mémoire dont vous n'avez plus besoin, au lieu de le rendre tout de suite au système, vous le gardez quelque part, au chaud ou au frais, au choix, et au moment de faire une des prochaines allocations, vous vous en resservez directement au lieu de redemander un bloc au système. Avant-dernière page de cette vidéo, et dernière page qui va vous demander de réfléchir, en termes d'occupation mémoire des cellules et du chaînage, l'implémentation idéale des listes chaînées, premièrement, serait aussi compacte qu'un simple tableau, même si plus fragmenté à l'intérieur et dans le désordre, serait redimensionnable sans augmenter son taux de fragmentation, et cela en temps linéaire, serait défragmentable en cas de besoin, là aussi en temps linéaire.
Et là, j'ai envie de dire, avez-vous des idées pour faire ça? Exprimez-vous en commentaire, dans ce cas, par exemple, ou faites vous-même une vidéo. Et bienvenue sur la dernière page. Lisez les descriptions des vidéos. Écoutez l'annonce 0, la toute première vidéo de cette chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez un commentaire sympa, intéressant ou de critique constructive, il faut l'écrire. Et si vous savez coder des listes compactes, écrivez un commentaire, envoyez-moi un mail, faites une vidéo, rédigez un article. Vous serez sûrement la millionième personne au monde à trouver comment faire. Mais on est toujours content quand on trouve quelque chose, n'est-ce pas? Allez, à bientôt.